Salut, c'est Franck Taluto. À Saint-Etienne, Fousseni Diawara a tout connu, de l'affaire des faux passeports au fin fond de la Ligue 2 en passant par la remontée vécue à distance ou encore la très longue série d'invincibilité à domicile entre 2004 et 2005. Dans ce premier épisode en sa compagnie, il revient sur ces moments marquants avec un message fort adressé aux supporters des Verts. Dessous de verre numéro 33, épisode 1, c'est parti! Salut Fous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors ça faisait un moment qu'on échange parce que je souhaitais t'inviter pour parler de ton parcours et notamment du Mali, dont tu étais sélectionneur adjoint jusqu'à assez récemment. Alors ça a pris un petit peu de temps pour trouver une date commune parce que tu es très actif. Mais plutôt que d'enregistrer à distance, par exemple par WhatsApp, on a décidé d'essayer de se voir un jour où tu passerais par Saint-Etienne. Toi qui as joué ici 8 ans, alors entrecoupé de près à gauche à droite, en quoi cette ville, elle compte encore pour toi en tant que dans ta vie d'homme et de footballeur ? Dans ma vie d'homme, évidemment, Saint-Etienne m'a beaucoup apporté parce que je suis arrivé ici à l'âge de 20 ans. J'ai découvert une ville avec chargée d'histoire. Très vite, à mon arrivée, je me suis renseigné déjà sur le club, mais aussi sur la ville. Voilà, pour m'inculquer très vite les valeurs justement de ce club. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si on veut s'identifier à ce club, il faut absolument connaître l'histoire de la ville. Bon, ville minière, la cité de la mine. On sait qu'à 65 km, c'est la cité de la soie. Donc moi, Saint-Etienne, on va dire, je me reconnaissais plus en cette ville de Saint-Etienne parce que j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 93. Même si c'est différent, mais voilà, je me suis très vite adapté à cette ville. Et aujourd'hui, je suis toujours content d'y revenir. D'ailleurs, j'ai un pied-à-terre ici. Même si je travaille beaucoup à Paris et en Afrique, quand j'ai l'occasion de venir ici chez moi pour me reposer, je reviens avec grand plaisir à chaque fois. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui disent que quand ils ont annoncé à leurs proches qu'ils signaient à Saint-Etienne, il y en a pas mal qui leur ont dit « mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette ville ? C'est tout noir, c'est triste » et qui finalement repartent en gardant une maison et en y revenant régulièrement. Comment tu expliques ça ? Oui, parce qu'ils ne connaissent pas Saint-Etienne en réalité. C'est une réputation qui suit cette ville depuis très longtemps. C'est pas toujours fondé parce que cette ville a beaucoup évolué, on va dire, ces 20 dernières années. La dynamique est très bonne, assez jeune aussi. Et je trouve que cette ville ne mérite pas cette réputation parce que je trouve qu'on vit très bien ici. Les gens sont très sympas, et les gens sont actifs. Les gens ici, bon, bien sûr... s'identifie beaucoup à l'AS Saint-Etienne, qui est un petit peu le poumon aussi de cette ville, ce chaudron avec ses supporters, qui ont une très très belle réputation en France. Donc en ce qui concerne la ville de Saint-Etienne en elle-même, bien sûr que c'est pas Venise, bien sûr que c'est pas la ville la plus glamour, mais ça reste une ville pour moi qui est tout à fait correcte et où on vit très bien et c'est le plus important. On va commencer donc par parler de ton parcours de joueur. J'ai choisi quelques moments marquants. Le premier, tu l'as évoqué, c'est ton arrivée. Tu vas avoir 20 ans, tu arrives du Red Star et tout va très vite parce que tu joues assez rapidement en Ligue 1, mais en même temps, le club se retrouve plongé dans l'affaire des faux passeports. Ça doit être le grand écart pour toi. Exactement, je sortais d'une saison au Red Star en national et d'un coup, j'arrive à Saint-Etienne dans un club historique, le club le plus titré de France. Donc je savais où j'avais mis les pieds parce que comme je vous le disais, très très vite j'ai regardé, à l'époque c'était des cassettes vidéo, j'ai regardé un petit peu ce que je ne connaissais pas et j'ai compris très vite où j'étais et je me suis dit je suis chanceux. C'est une chance, c'est plus qu'une opportunité et je me suis très vite dit qu'il fallait que je la saisisse. Donc dès les premiers entraînements, j'ai essayé de me donner à fond pour pouvoir m'imposer. Il y avait un groupe de joueurs expérimentés, l'époque de Jean-Guy Wallem par exemple, qui avait énormément d'expérience, Patrice Carteron, Laurent Huard, puis Alex Alosio, pour ne citer que. Donc des professionnels aguerris. Je me suis dit que c'était une très très belle opportunité pour moi de commencer ma carrière et il fallait que je mette tout
les ingrédients qu'il faut pour réussir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est une saison qui démarre avec plein d'espoir, puisque justement, il y a la paire, notamment brésilienne Alex Aloisio, qui a donné beaucoup d'espoir. Assez vite, ça devient difficile. Et puis après, c'est même la tempête judiciaire. Là, ça sort du terrain. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, mais où est-ce que j'ai mis les pieds ? Non, à aucun moment. À aucun moment, parce que nous, on était très focalisés sur ce qui se passait sur le terrain. Notre devoir, c'était d'essayer de maintenir l'équipe malgré les 7 points en moins. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses. Moi, très jeune, j'ai pris beaucoup de recul avec ça. Je commençais ma carrière, donc il fallait que je me focalise surtout sur mes prestations, sur mes entraînements. Je découvrais le monde professionnel avec toutes les exigences. Donc oui, parfois ça pesait un petit peu sur le groupe. On sentait quand même que ça allait être compliqué. On s'est battu jusqu'au bout malgré tout. Mais en ce qui me concerne, ça me dépassait vraiment. Donc à aucun moment je me suis dit où est-ce que j'ai mis les pieds. Je me suis dit qu'il fallait se battre pour maintenir le club. Et malheureusement, il s'en est fallu de peu. L'handicap était beaucoup trop dur et difficile à rattraper. Et on a fini par descendre. J'aurais pu commencer par ça aussi en parlant de ta signature. Saint-Etienne, c'est un club qui est très associé à Salif Keita. Est-ce que c'était un nom qui te parlait à toi et à tes proches ? Oui, bien sûr, ça me parlait. Déjà tout jeune, j'étais au Red Star à 10-11 ans. Il y a un film qui est sorti pour rendre hommage à Salif Keita et j'avais fait le casting de ce film. Exactement, pour jouer le rôle de Salif Keita. J'étais au Red Star, ils étaient venus nous voir, on devait jongler, on devait un petit peu montrer notre football. Bon, j'ai été recalé, hein. J'étais pas le plus technique, donc évidemment. non, mais j'ai bien évidemment que j'ai très rapidement su qui était Salif Keita. Mon papa, bien évidemment, aimait le football, aimait Salif Keita. Donc automatiquement, il aimait Saint-Etienne, mon papa. Donc j'ai vu les exploits, les matchs de Salif Keita. Il a marqué le club de son empreinte. Et encore une fois, je me suis senti chanceux de pouvoir, en tant que franco-malien, mais malien, comme Salif Keita, être dans ces clubs avec un joueur comme Salif Keita qui a laissé cette place, cette image. Je me disais qu'il fallait assurer derrière, tout simplement. C'est quelqu'un que tu as rencontré déjà ? Oui, je l'ai rencontré. Il était président même de la fédération lorsque j'étais international malien. Un homme très discret, mais un homme droit. Une personne, bien sûr, passionnée. Il avait toujours les mots justes pour nous. Assez discret, mais et humble. Donc voilà, on a beaucoup de respect pour monsieur Salif Keita. Premier ballon d'or africain. Et encore aujourd'hui, c'est un exemple pour la jeunesse malienne. Le deuxième moment marquant que je voulais évoquer, c'est la saison 2003-2004. Pour le Peuple Vert, c'est une année importante avec la remontée en Ligue 1, le fameux but de Damien Bridonneau. Mais toi, tu vis ça d'un peu loin. Exactement, puisque j'étais prêté à Laval. J'avais commencé la saison contre Troyes, j'avais été titularisé. Et j'avais fait une erreur qui nous avait coûté un but. Donc c'est vrai que j'avais, entre guillemets, laissé passer la seconde chance que le coach Antonetti m'avait laissée. Mais finalement, ça avait été un mal pour un bien puisque j'avais été prêté à Laval et j'avais pu m'aguerrir justement à Laval. J'avais pu avoir du temps de jeu et ça m'a beaucoup aidé pour reprendre confiance en moi. On avait remporté notre match contre la Saint-Etienne chez nous et au retour, on avait perdu ici au Chaudron, mais dans une ambiance folle. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que à mon retour de prêt, justement, il faudrait que je sois à la hauteur. Il faudrait que je rejoue dans ce stade devant ce public. J'ai suivi ça de très loin, mais ça a été beaucoup de bonheur de voir le club remonter parce que le club et les supporters méritaient vraiment cette place en Ligue 1. Et cette saison suivante, 2004-2005, pourtant, on ne peut pas dire que tu pars avec les faveurs du coach Elie Baup. Damien Bridonneau me l'a raconté à ce micro. Lui-même, il est numéro 3. Il y a Javier Garrido qui arrive de Valence. Il y a Patrice Carteron. Il y a Damien Bridonneau. Finalement, il n'y en a aucun qui fait vraiment l'affaire. Il y a aussi des blessures. Et c'est toi qui saisis ta chance. Alors que tu étais plus en défenseur central que latéral droit en plus. Défenseur central ou latéral droit, puisqu'en sélection, je jouais latéral droit. Je connaissais un petit peu le poste, mais j'étais plus à l'aise dans l'axe. Mais c'est vrai que partir numéro 4 dans la hiérarchie, pour moi, c'était plus une source de motivation parce que
Je voyais tous mes concurrents à l'entraînement. Et avec tout le respect que j'ai pour eux, je me disais, je vais me battre. J'ai très peu de chance, mais je vais me battre pour gagner ma place. Et c'est vrai que dès le premier entraînement, lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré Komoli juste avant l'entraînement. Il m'a dit que le club ne comptait pas sur moi. Je ne le connaissais pas, honnêtement. Mais je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit vous allez avoir tort, parce que je vais gagner ma place. Et dès le premier entraînement, à la fin, Eli Bob est venu me voir. Je m'en souviens d'avoir fait une bonne séance et il m'a dit... il m'avait posé quelques questions, il ne se souvenait pas trop de moi, il m'a demandé quand est-ce que j'avais joué. Et il s'est souvenu que j'avais joué contre lui, à l'époque en Ligue 1, contre Bordeaux. Et il m'a dit, d'accord, continue. Et c'est ça qui m'a motivé, il ne m'a pas fermé la porte. Et, d'ailleurs, je l'en remercie, puisque derrière, quelques mois après, j'ai su m'imposer. Oui, vous avez fait une super saison. Et on va arriver sur un autre moment important, c'est la fameuse invincibilité à domicile. Avec la défense, on va limiter aux 5 le gardien et les défenseurs. Il y a toi, Jérémy Janot, il y a Papus Camara, Vincent Ognon et Rita Ilunga. Vous êtes restés, je vais dire une bêtise, le nombre de matchs, mais sans prendre de but à Geoffroy Guichard, c'était dingue. Exactement, c'est vrai que c'était une série dingue. Elle a été longue et c'est surtout rare de voir une équipe qui est aussi solide à domicile. Et cette série, c'est vrai que j'étais doublement fier parce qu'elle a commencé le jour où je suis devenu titulaire à Bastia. Ma première titularisation, on gagne 3-0 et je ne sors plus de l'équipe. Et voilà, ce record, bien évidemment, il est pour Jérémy. Hein. Il est gardien de but, c'est lui qui est le dernier rempart. Mais avant chaque rencontre, on n'avait même pas besoin de trop se parler. On se regardait, il y avait tellement de confiance, surtout au Chaudron, hein, chez nous, avec Vincent, avec Papus et Rita. Il y avait une belle complémentarité, ce qui nous a permis d'avoir cette confiance et de rester aussi longtemps invincible à domicile. C'est quoi? C'était un défi de le prolonger? C'était au contraire, ça vous amenait de la sérénité d'avoir cette assurance-là? Oui, on avait des certitudes, bien sûr. Comme je vous disais, on n'avait pas besoin de parler. Et on le faisait pour Jérémy parce qu'il est le gardien. On savait tous qu'on contribuait. Hein. C'est un bloc équipe, c'est les attaquants qui font les efforts, les milieux de terrain qui sont là pour apporter l'équilibre, avec un Didier Zokora qui était au milieu de terrain, qu'on surnommait le maestro, un Julien qui courait beaucoup aussi. Et puis derrière, c'était un Rock, Papus Camara, un Cerveau, Vincent Ognon. Donc tout le monde a amené sa pierre à l'édifice. Et puis on avait ce sens du collectif et cette communion avec le public. Voilà, donc on n'avait pas besoin de trop se parler. On se disait juste, allez les gars, ce soir on est solide, on prend pas de but, on prolonge encore, on prend pas de but, peu importe l'adversaire, hein, puisqu'on avait battu Paris, on avait battu l'OM. Et quand on était moins bon, on perdait pas, on faisait 0-0. Donc ça a duré, je crois, 18-19 matchs. Ouais, c'est ça, quasiment un an, je crois. Quasiment un an, et c'est vraiment exceptionnel. Quand la série s'arrête, je crois que c'est face à Nancy, un adversaire qui, sur le papier, semble à votre portée. Est-ce que c'était anecdotique ou ça vous a mis un petit coup au moral? On savait que ça allait finir comme ça. On savait que ça allait pas finir contre Paris, Marseille, Lyon. On en était quasiment sûr. Et c'est vrai qu'on avait joué 3-4 jours avant. Contre Paris, on avait gagné 3-0. Grosse débauche d'énergie collective. Et on joue Nancy. C'est une équipe besogneuse avec Pape Diakhaté, Cédric Lécluse. Il marque sur corner. Il me semble que c'est Lécluse même qui marque de mémoire. Mais une équipe qui lâche rien avec Pablo Correa comme entraîneur. Un peu de fatigue. Voilà, match en semaine. Et finalement, ça a été un soulagement, bizarrement, parce qu'on parlait que de ça. Hein. Plus les matchs avançaient et plus on parlait que de ce record. On faisait des articles sur l'équipe, que j'ai encore d'ailleurs. Et on se dit, allez, c'est fait maintenant et on va passer à autre chose. Tu parlais de l'unité sur le terrain, mais j'ai retrouvé en dehors aussi qu'il y avait une unité dans le vestiaire, parce qu'un épisode que j'avais oublié, c'est que vous avez refusé, entre guillemets, que Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, vous rende visite dans le vestiaire. Oui, bon. Alors l'unité, elle existe encore, puisque même 15 ans après, on est toujours en contact. Voilà, il n'y a même pas 15 jours, j'ai mangé avec Fred Picon, par exemple, et Rita Ilunga, Papus Camara, ou même Julien Sablé, que j'ai souvent au téléphone, Jérémy. C'est vrai qu'on était engagés. On était engagés sur le terrain et en dehors.
On se souvient de l'époque où il y avait eu des émeutes par rapport à justement une course-poursuite avec la police, Zied et Bouna, l'affaire Zied et Bouna. Et il y avait eu des déclarations très maladroites, on va dire ça comme ça, du président à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui devait faire sa campagne présidentielle. Il devait passer par Lyon avant de venir à Saint-Étienne. S'il avait fait l'inverse, peut-être que je l'aurais accueilli. S'il était venu à Saint-Étienne en premier, peut-être qu'on l'aurait accueilli différemment. Mais non, c'est vrai que par rapport à ces déclarations qui ont été plus que maladroites, je ne me voyais pas, en tout cas moi personnellement, l'accueillir les bras ouverts, sachant que j'étais contre ce qu'il avait dit. Et voilà, tout simplement, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Il a dû avoir écho de ça, il n'est pas venu finalement. Ça a été une décision un peu de groupe? Non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a pas été une décision de groupe. Moi, j'étais le premier au vestiaire. Et au début, je l'ai dit sur le ton de la rigolade. Et d'autres autour m'ont dit, ah oui, mais t'as raison, c'est vrai. Ce qu'il a dit, nous, on se sent concernés. Certes, on est engagé sur le terrain. Alors, bien sûr que la politique et le football ne font pas bon ménage. Mais là, on était vraiment sur un phénomène de société qui s'est même malheureusement pas amplifié, mais où il y a eu quand même d'autres faits après. Mais c'est les déclarations en elles-mêmes. Quand on a un président ou un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il va nettoyer le quartier au Karcher, il aurait pu s'exprimer autrement. Parce que c'est vrai que dans les quartiers, les jeunes ne sont pas toujours irréprochables, hein, bien évidemment. Mais plutôt qu'apporter des solutions concrètes, c'est facile de venir taper sur les gens. Déjà, c'était très facile pour lui, mais ces déclarations, encore une fois, elles étaient pour moi plus que maladroites, elles étaient même violentes. Je passe sur un tout autre sujet, c'est la fin de ton aventure à Saint-Étienne. Officiellement, je pense que c'est 2008, mais il y a un autre prêt au milieu à Sochaux. Qu'est-ce qu'on retient de ta fin de carrière? Tu es passé par la Grèce, tu as joué pas mal en Corse aussi, à Tours. Alors après Saint-Étienne, moi j'avais besoin de couper même avec le championnat de France. Je ne me voyais pas mettre le maillot d'une autre équipe. Pas par respect par Saint-Étienne, rien à voir, mais je voulais quitter vraiment le championnat français pour découvrir déjà autre chose, une autre culture, un autre football, pour surtout me remettre en question. Ça a été très important lorsque j'ai été en Grèce. J'ai pu me concentrer sur le football. Alors c'est vrai que mon passage là-bas est mitigé parce que j'ai connu quand même une grave blessure où je me suis fait opérer 2 fois du genou. Mais ça a été important pour me remettre en question. Et en voyant un petit peu de loin le championnat de France, je me suis fixé pour objectif de revenir en France et d'évoluer de nouveau en Ligue 1 et jouer contre Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, jouer au Parc des Princes, jouer au Vélodrome. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Donc tu arrêtes, je dis ça de tête, à 35 ans. C'était une décision, ça s'est fait un peu comme ça? Ah non, c'était logique parce que déjà le corps ne suivait plus. Voilà, je suis revenu en France à 30 ans et j'ai eu 5 ans pour faire remplir mes objectifs. Moi, je m'étais fixé l'objectif de prendre du plaisir jusqu'à la dernière seconde de mon dernier entraînement. Tout simplement. Et ça a été que du plaisir. À Istres, c'est vrai que j'ai eu un passage rapide, ça a duré 8 mois. Mais à Ajaccio, j'ai vécu une aventure sportive et humaine exceptionnelle. Voilà, je suis arrivé en Corse, un club familial avec peu de moyens, mais avec des gens très volontaires, avec un groupe de joueurs et une mentalité incroyable. Donc on est monté de Ligue 2 à Ligue 1. Et en Ligue 1, on remonte et la première date que j'ai cochée, bien évidemment, c'est le Saint-Étienne-Ajaccio. Je reviens à Geoffroy Guichard, j'ai la chance de marquer. On perd 3-1, mais j'ai reçu un accueil formidable ici. J'ai laissé un accueil que je n'attendais même pas. C'est-à-dire que j'ai été applaudi. Lorsque j'ai marqué, je n'ai pas célébré. À la fin du match, j'ai salué les supporters. Et c'est vrai que mon passage à Saint-Étienne ne restait pas dans les annales, mais ils n'ont pas oublié peut-être l'attitude que j'ai eue, le comportement que j'ai eu, le respect que j'ai eu envers le public, envers le peuple vert, envers les sections de supporters qui se déplacent. Et ça a été plus qu'un plaisir, plus que du bonheur de jouer ici. Moi, j'ai rencontré des gens formidables, que ce soit à l'intérieur du club, mais dans la ville. J'ai pu me déplacer, aller voir des sections de supporters qui donnent tout, absolument tout pour le club,
pour assister au match. Ils n'ont pas souvent des moyens démesurés pour venir, donc c'est du sacrifice. Donc moi, je me reconnais avec toutes ces valeurs. Et c'est ce qui m'a plu dans ce passage. Et cet accueil, je me dis, ils m'ont rendu, entre guillemets, ce que j'ai donné pour le club. Et encore une fois, je le dis en toute humilité, j'ai rien donné. Mais le simple fait de porter le maillot vert et se battre pour l'équipe, pour moi, c'est suffisant pour qu'on ait, entre guillemets, le respect et la reconnaissance des supporters. Aujourd'hui, il y a 7 ans que tu as rangé les crampons au vestiaire. Alors tu as très vite embrayé et ça sera la suite de notre discussion. Mais je voudrais revenir sur ta carrière de footballeur. Avec le recul, quel bilan tu en fais? Parce que maintenant tu as ce recul justement pour l'analyser. Est-ce que tu as exploité tout ce que tu pouvais exploiter? Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu aurais pu faire différemment? J'entends souvent dire aux footballeurs, les footballeurs qui n'ont pas de regrets, c'est vrai et faux. Si je regarde globalement, j'ai pas de regrets puisque j'ai joué 16 ans. J'ai une carrière de 16 ans. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. On est des centaines de milliers à jouer au foot pour devenir professionnel, mais au final, il y a peu d'élus. Et quand on a ce privilège, il faut savoir l'apprécier. Alors, ça a été une chance et un plaisir, plus que du plaisir. Moi, j'ai été aux séances d'entraînement avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. Après, regret, on se dit toujours, j'aurais pu faire plus. Tout simplement, j'aurais dû travailler peut-être un petit peu plus sur mes points faibles. J'aurais dû rester un petit peu plus en post-entraînement pour essayer de m'améliorer. Même si parfois on était un petit peu bridé par les staffs qui nous disaient de nous reposer, d'en garder pour le samedi. Mais effectivement, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû travailler plus pour m'améliorer davantage. Voilà, je n'étais pas un latéral droit de formation. Pourquoi pas améliorer plus sur un plan offensif, mes centres. Par exemple, améliorer un petit peu plus mon pied gauche, par exemple. Donc, avec le recul, on se dit oui, il y a peut-être sur ces petits regrets-là, mais globalement, je peux dire que je suis assez satisfait de ma carrière. Elle est modeste, mais j'en suis fier. Tu détonnais un petit peu quand tu es arrivé, parce que je me rappelle, on te présente comme défenseur central et tu étais très grand, mais aussi très fin. Ouais, exactement, c'est vrai, c'est très grand, très fin. J'allais malgré tout au duel. Au charbon, j'allais au duel sans réfléchir. Peu importe, il y avait qui devant moi, c'est ma morphologie. Après, là où elle me servait justement, c'est que j'avais une grosse VMA. Quand on faisait les tests à l'ETRA, je peux vous dire qu'il fallait être prêt. Je savais que j'allais être plus fort que tout le monde. Donc il fallait bien avoir une qualité. Et moi, j'avais du coffre, je pouvais répéter les efforts. Il y en a qui allaient beaucoup plus vite que moi. Mais moi, à 90 minutes, je sais que je pouvais faire des courses à haute intensité. Je pouvais apporter offensivement, faire des replis défensifs. Et puis voilà, c'était important d'avoir au moins une qualité. C'est ce qu'on demande à un footballeur. J'étais assez pas mal de la tête aussi. Donc voilà, on joue avec ses qualités, c'est tout. J'ai jamais essayé de faire du Pascal Feinduno ou du Dimitri Payet à Geoffroy Guichard, j'aurais pas réussi. Justement, tu me fais la transition, toi qui as fait partie de l'encadrement de la sélection malienne. On a des fois dans les interviews les deux conceptions opposées. Des entraîneurs qui disent qu'il faut gommer ses points faibles pour être un joueur bon partout, et d'autres qui disent au contraire il ne faut pas travailler les points faibles mais vraiment développer les points forts. Il n'y a pas de vérité. Je dirais qu'il n'y a pas de vérité. Je suis passé de l'autre côté maintenant. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai tiré beaucoup d'enseignements de ce que j'ai appris pendant ma formation d'entraîneur. Donc c'est vrai que je vois les choses complètement différemment. J'ai aussi eu beaucoup de réponses sur les questions que je me posais. Le pourquoi du comment, pourquoi tel coach me mettait remplaçant, pourquoi avec un autre je jouais. Donc la réflexion est très grande chez un entraîneur. Il réfléchit tout le temps. Avant l'entraînement, pendant, après. Et comme je vous disais, moi ça a été important de passer mes diplômes pour comprendre davantage mon métier. Et je vais encore apprendre, ça c'est une bonne chose. Merci à Fousseni pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Direction aussi Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion, ou par mail à dessous-de-verre@gmail.com, et on se retrouve le 26 novembre pour la suite de cette conversation. Ciao!